Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Nous reviendrons sur ce dramatique accident hier soir sur un stade près d'Orléans. Un parachutiste pourtant expérimenté s'est tué, provoquant également la mort d'un adolescent. À suivre également le témoignage de la mère du petit Antoine, disparu depuis le 11 septembre dernier à Issoire. La jeune femme rejette les soupçons qui pèsent sur elle. Récession ou pas récession, la question sémantique n'est peut-être pas la plus importante. La crise financière est là. Les prévisions de baisse de la croissance confirment que les indicateurs économiques sont dans le rouge. À suivre la passe d'armes aujourd'hui entre majorité et opposition. En cette fin de semaine, nous ouvrirons justement ce soir une longue page spéciale sur toutes les questions économiques du moment. Nous irons aux États-Unis alors que le plan de sauvetage des banques américaines vient d'être adopté par le Congrès. Avec nous en plateau, deux économistes qui nous apporteront leur regard et leurs réponses aux questions que vous vous posez. Dans l'actualité également, le mondial de l'automobile qui ouvre ses portes demain à Paris. Succès populaire garanti. Le marché est certes morose, mais vous verrez que les petites voitures à la consommation limitée ont trouvé leur public. Enfin, nous prendrons la mer avec le plus grand navire de course au monde. C'est un trimaran, il est français et il est destiné à battre tous les records. Nos équipes sont montées à bord. Que s'est-il passé hier soir au-dessus d'un stade près d'Orléans? Un parachutiste expérimenté qui devait apporter le ballon d'un match amical s'est tué dans sa chute au sol. Sa voile a violemment entraîné deux adolescents contre la main courante du stade. L'un d'eux est décédé aujourd'hui des suites de ses blessures. Malaise, erreur de jugement. L'enquête est en cours. Sur place, Hakim Abdelkalek et Stéphane Guillemot. Le parachutiste s'est écrasé ici au milieu de 1000 spectateurs venus assister au match France-Ukraine des moins de 18 ans. Sylvain Chabrol, qui a plus de 1000 sauts au compteur, devait déposer la balle au centre du terrain. Il est mort sur le coup. En tombant, il a violemment entraîné deux jeunes de 17 ans sur la rambarde. L'un d'eux est décédé cette nuit. Les témoins ont été surpris par la vitesse du parachutiste. De là-bas, je l'ai vu arriver derrière la tribune et je l'ai vu arriver rapidement. Moi, mon problème à moi, c'est la vitesse de ce parachute. C'est de cet avion que le parachutiste s'est lancé. Il a sauté, accompagné de 6 autres personnes. Parmi elles, Daniel Durand, qui a pu voir l'état du parachute avant qu'il ne soit saisi par les gendarmes. Il y a quelques points clés qui permettent de penser qu'il n'y a rien eu d'anormal au cours de la phase d'ouverture du parachute et de la phase de vol. Les experts doivent maintenant examiner les images filmées par la caméra embarquée du parachutiste, ici à droite de l'image, lors d'un saut précédent. Aucune hypothèse n'est écartée. La faute du parachutiste dans l'exercice de son sport, le malaise et des fautes dans l'organisation des manifestations. L'autopsie du corps a commencé cet après-midi. Des prélèvements sanguins sont en cours d'analyse. Une information judiciaire sera ouverte demain pour homicide et blessure involontaire. Elle s'était exprimée dans un quotidien local. Aujourd'hui, la mère du petit Antoine, disparu le 11 septembre à Issoire, a choisi de parler devant une caméra de télévision. La disparition de son enfant, les soupçons qui pèsent sur elle et sur son compagnon. Elle revient sur tous ces éléments, propos recueillis par nos confrères de France 3 Auvergne, commentés par Sophie Rodier. C'est l'image qu'elle veut effacer. Celle d'une mère emmenée par les policiers pour être interrogée en garde à vue sur la disparition de son fils. Antoine, 6 ans, est porté disparu depuis le 11 septembre. Aucune trace de l'enfant et des enquêteurs qui rapidement explorent la piste familiale. C'est ignoble de penser qu'une mère peut faire du mal à son fils. Puis c'est mon fils. Ça l'a toujours été, ça le restera toujours. Maintenant, il faudrait juste qu'il se remette au travail. Parce que c'est bien de construire des coupables parfaits devant les médias, mais ce serait pas mal aussi qu'ils se mettent à travailler et à chercher, quoi. La mère d'Antoine s'est constituée partie civile pour avoir accès au dossier. Selon elle, des témoignages essentiels recueillis au premier jour de l'enquête auraient été négligés. Quand vous arrivez à accéder au dossier, on vous dit, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qu'on aurait dû vous dire, mais que personne n'a voulu vous les dire. Des témoignages importants, des choses un petit peu primordiales. Parce que justement, vous avez pu accéder au dossier, vous êtes aperçu qu'il y a des choses qui n'avaient pas été dites. Bien sûr. On a dit à retard, on a dit que ce qu'on avait envie de dire. Et dans le dossier, dès les premiers jours, on sait qu'il a été vu le 9. On sait que le 11, il y a eu une voiture, un ronronnement de voiture devant le Porsche, qu'on a vu les phares mais qu'on ne sait pas, qu'il y a eu des bruits de pas dans l'escalier. Et tout ça, on n'a pas jugé utile de me le dire.
Si vous aviez un dernier message à faire passer, ça serait lequel? Qu'il faut diffuser Antoine, parce qu'on m'a assuré qu'Antoine avait été diffusé comme il faut, selon les procédures, et c'est pas vrai. Soi-disant, on a mis en alerte la SNCF, le routier, mais vous allez à la gare de Clermont, il n'y a pas d'affiche, vous allez au commissariat, il n'y a pas d'affiche, les gendarmeries non plus. Donc si c'est pas fait à Clermont, ça ne sera pas fait ailleurs en France. 15 enquêteurs restent mobilisés pour tenter de retrouver le petit garçon, sans résultat pour l'instant. Voilà, propos recueillis par nos confrères de France 3 Auvergne. Récession, c'est le mot du jour. Il sonne et résonne depuis ces dernières heures, mais il brûle les lèvres également. Un gros mot pour certains, tabou pour d'autres. Techniquement, il s'agit généralement de 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Eh bien, les prévisions de l'INSEE que vous voyez annoncent justement ces baisses. Face à cela, voyons quelle a été aujourd'hui la réaction, le message du gouvernement. François Fillon était devant ses troupes à Antibes. Reportage Alix Bouillaguet et Didier Dahan. Hier soir, alors que la droite trinquait au très chic Marineland d'Antibes, l'INSEE publiait ses prévisions de croissance. À la clé, un constat, la récession pour la France. Ce matin, pas question pour certains de prononcer ce mot. La prévision, c'est une croissance molle pour 2008, pour l'année, avec un passage récessif. Ça fait de nombreux mois qu'on sait que l'on est dans un ralentissement marqué de l'économie. Ralentissement de l'économie, passage récessif, le terme récession serait-il devenu tabou à droite? Pas pour tout le monde. Il y a eu 2 trimestres qui sont en croissance négative. Ça s'appelle une récession technique. Il y a une année 2008 qui est en croissance de 1%. Alors certes, c'est pas beaucoup du tout, c'est même très très peu, mais ça reste de la croissance. François Fillon, lui, n'ira pas aussi loin que son ministre du Budget. Sans chercher à nier la gravité de la crise, le Premier ministre a relayé le souhait de Nicolas Sarkozy d'organiser au plus vite un sommet du G8 élargi. Qui peut, mes chers amis, douter que cette réunion ne soit nécessaire quand le monde est au bord du gouffre par la faute d'un système devenu irresponsable? Soutien au logement, prêt aux PME, le gouvernement a multiplié les annonces ces derniers jours, avec, jure-t-il, un objectif intact, ramener le déficit public proche de 0 en 2012. Aujourd'hui, à Antibes, 2 camps se sont opposés, ceux qui redoutent d'utiliser le mot de récession, ceux qui au contraire pensent qu'il faut l'assumer, chacun ayant le même objectif, rassurer à tout prix l'opinion publique. Voilà pour la majorité à gauche et au Parti socialiste. On n'hésite pas en revanche à utiliser le terme de récession. On écoute ce soir l'analyse de Martine Aubry. Qu'on dise la vérité, les économistes le disent, nous sommes en récession. C'est la politique de Nicolas Sarkozy qui nous mène en récession. La crise financière ne va faire que l'aggraver parce qu'il ne répond pas par des nouvelles réponses de relance de l'économie et du pouvoir d'achat. Donc nous sommes en récession et nous allons le rester si le président de la République ne change pas de politique. En bref et en marge de tout cela, 2 autres informations. Nicolas Sarkozy recevra demain le directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn. Et puis dans un communiqué, l'Élysée a également demandé au patronat de lui présenter, avant le prochain Conseil des ministres, des propositions afin d'encadrer ce que l'on appelle les parachutes dorés. On a appris d'ailleurs aujourd'hui que le patron de Dexia a renoncé à ses indemnités de départ, estimées à près de 4 millions d'euros. Et si nous prenions ce soir un peu de temps pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de vivre, ouvrons ce soir une page spéciale sur cette crise économique et financière afin de faire le point sur les questions que vous vous posez avec nos 2 invités, 2 spécialistes, Elie Cohen et Marc Fiorentino. Merci, bonsoir d'être avec nous. Avant de vous retrouver, on prend tout de suite la direction des États-Unis car c'est là-bas que se joue l'une des étapes importantes de cette crise. Le plan de sauvetage vient d'être finalement adopté par le Congrès. Bonsoir Alain de Chalvron, merci d'être avec nous. Cette fois-ci, George Bush a obtenu la majorité pour son plan. Oui, exactement. 263 voix contre 171. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 26 députés républicains et quelques démocrates ont changé de camp. Alors, qu'est-ce qui les a convaincus? Eh bien, d'abord, ils ont vu les dégâts de leur vote de lundi dernier. Il y a tout de même 1200 milliards de dollars qui sont envolés en fumée à la bourse. Deuxièmement, pardonnez-moi l'expression, mais une sacrée engueulade qu'ils ont reçue de la part de leur chef de parti, à commencer par le président Bush. Et enfin, c'est peut-être l'essentiel, 150 milliards de dollars ont été rajoutés au plan et ce sont des douceurs pour faire passer la pilule des mesures diverses. Alors la plus importante est très sérieuse tout de même, il s'agit d'un relèvement du plafond de garantie des comptes bancaires de 100 000 à 250 000 dollars, mais il y a aussi des subventions qui n'ont d'autre intérêt que d'acheter la voix de tel ou tel parlementaire. Ainsi, on a donné 2 millions de dollars pour la fabrication des flèches en bois pour le tir à l'arc. Alors si vous voyez un rapport avec le plan de sauvetage
sauvetage. Dites-le moi, qu'il s'agisse ainsi de s'assurer que les 700 milliards débloqués pour les banques iront bien droit au but. Alors, on voit pas le rapport, effectivement. Merci Alain. Un mot, Eli Cohen. Ce plan de sauvetage, cette annonce ce soir, est-ce que c'est un pansement sur une hémorragie ou est-ce que c'est vraiment important? Non, c'est d'abord la première bonne nouvelle depuis 15 jours. Depuis 15 jours, il y avait un vrai sentiment de panique qui gagnait après la faillite de Lehman, d'AIG, l'échec du premier plan Paulson. On avait vraiment le sentiment que plus rien n'endiguait le flot de mauvaises nouvelles et qui se traduisait par une paralysie progressive du système de crédit. Aujourd'hui, on a même appris que des très grandes entreprises comme General Electric avaient du mal à se financer. Donc il fallait donner un coup d'arrêt et la première bonne nouvelle, c'est ça. On donne un coup d'arrêt. À partir de là, on va pouvoir commencer à réfléchir et à essayer de reconstruire. Alors justement, l'évolution de la situation politique de ce plan a été très suivie également aujourd'hui. On l'imagine, à Wall Street, à New York. Loïc Delamornay et Grégory Brault sont sur place. Atmosphère avec eux tout de suite. Comme tous les jours, applaudissements et bonne humeur de façade à l'ouverture de la bourse. Mais ce matin, personne ne savait si ce son était celui de la cloche de la victoire ou bien les trompettes de Jéricho annonçant l'effondrement du temple de la finance. À quelques heures du vote décisif de la Chambre des représentants, Wall Street se voulait optimiste, mais retenait son souffle. Si on a un non aujourd'hui, ce sera un krach boursier. On s'attend à des chutes de plus de 10 à 20%. Donc c'est franchement pas un scénario qui est envisageable. Ouf de soulagement, le plan est passé, mais si les parlementaires ont été si réservés, c'est parce que leurs électeurs sont très remontés. À l'image de cette émission dont le principe est de recueillir la parole spontanée des téléspectateurs via Internet. Je suis consterné par la naïveté du peuple américain. Les gars, réveillez-vous! Allez, payez pour sauver ces mecs de Wall Street alors qu'avec tout cet argent, ça fait 14 milliards de dollars par État qu'on pourrait par exemple consacrer à l'éducation. Si ça se trouve, toutes ces banques vont mettre la clé sous la porte. Alors moi, je vous dis, j'ai traversé la rue, je suis allé à ma banque et j'ai retiré 5 000 dollars. Le monde de la finance doit faire amende honorable. Il sait que l'âge d'or des Golden Boys est révolu. Je crois que le capitalisme va en être modifié dans la mesure où nous avons vu comment, débridé, il pouvait tourner. Et ce n'est pas beau. Et ce n'est pas acceptable. Je pense que dans ce domaine-là, ce qui est très intéressant, c'est que la restructuration du système bancaire américain va commencer à le faire ressembler de plus en plus au modèle du continent européen. Des parlementaires caricaturés en cochons et qui grognent bêtement en adoptant ce plan de sauvetage. Les tabloïds sont extrêmement violents face à ce plan très impopulaire. Quoi qu'il arrive, la rupture semble aujourd'hui consommée entre ce qu'on appelle ici Wall Street et Main Street, c'est-à-dire entre le monde de la finance et le reste du monde. Alors, on a entendu les Américains, on va écouter les Français. Un chiffre, tout d'abord, la Bourse de Paris avait quelque peu anticipé ce vote avec à la clôture le CAC 40 qui était en hausse de près de 3%. On va parler des placements justement avec une première série de questions, tout d'abord avec nos équipes de Montpellier. Tout ce qui est placements qui ont été faits pour les retraites, est-ce qu'il va y avoir des pertes définitives? Est-ce que je dois garder mon PEA ou est-ce que je dois m'en débarrasser? Quand on a un peu d'argent de côté, est-ce qu'il est préférable en fait de placer cet argent sur des fonds en fait de sécuritaires, de type assurance vie, ou est-ce qu'il est préférable aujourd'hui, dans l'état actuel, en fait d'acheter des actions et espérer en fait que la bourse remonte en fait sur le début de l'année 2009? Alors Marc Ferrantino, vous dirigez une société de bourse, la bourse de Paris est en hausse. Qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment? On les entend, les épargnants, ils se posent des questions. Ils se posent beaucoup de questions, oui. C'est naturel dans le climat actuel? Absolument, c'est même naturel de se poser autant de questions sur la bourse et la réponse est assez claire. Si vous avez des actions, bien évidemment il ne faut pas les vendre puisqu'on vient d'avoir une chute qui a été une chute historique et comme le dit le dernier reportage, on a un potentiel de remonter sur la bourse de Paris assez facilement. Je vais un peu m'avancer, de 15 à 20%. Donc on ne touche pas à son PEA. Donc aujourd'hui, si on a un PEA, si on a des actions, surtout il ne faut pas les vendre. Voire plutôt acheter donc. Alors, acheter, il faut bien faire attention à quel type de profil d'investisseur on est. Si on est vraiment investisseur sur du long terme, qu'on recherche la sécurité, qu'on parle de placement pour la retraite, là non. Il faut rester sur le livret A, des assurances-vie en euros, c'est-à-dire des assurances-vie en obligations avec des taux fixes sans risque. Par contre, si on est un investisseur un tout petit peu plus agressif, on va dire, eh bien on peut essayer de jouer, en sachant très bien que c'est un peu spéculatif, une remontée de la bourse. En tout cas, ne pas vendre si on a des actions et restez calme. Restez calme surtout. Eli Cohen, ça peut paraître effectivement évident pour certains, mais pas pour tous. Comment cette crise qui est née aux États-Unis nous arrive aussi rapidement? Oh, c'est très simple parce que la crise est née
sur le marché du crédit immobilier aux États-Unis. Et simplement, il faut savoir que le crédit immobilier n'est pas conservé par les banques. Il subit une série d'opérations financières qu'on appelle la titrisation, c'est-à-dire qu'on émet des obligations en face de ces crédits, et ces obligations ont été diffusées dans l'ensemble du système financier mondial. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ces fameux produits financiers, on en trouve dans les comptes de la Banque centrale chinoise, on en trouve dans des banques régionales allemandes, on en trouve dans des banques françaises. Donc, si vous voulez, ce processus de titrisation a permis de diffuser. C'est à la fois virtuel et très concret, finalement. C'est très concret, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vraiment acheté ces produits dont, en général, ils ne comprenaient même pas la nature. Parce que quand on vous dit qu'on crée une obligation qui est assise sur un paquet de crédit, quand on vous dit en plus que cette obligation est mélangée avec d'autres obligations, avec d'autres facteurs de risque, comme par exemple sur du crédit automobile ou sur du crédit étudiant, vous finissez par ne plus rien comprendre. Alors justement, pour bien comprendre l'enchaînement des choses, il faut juste aussi revenir en arrière, reprendre le cours des événements, comment et quand véritablement est née cette crise. Explication en images, Romain Messi. C'est de là que tout est parti. En février 2007, des panneaux à vendre qui se multiplient dans les rues des États-Unis. Des millions de familles américaines ont acheté leur maison grâce à des crédits à taux variables, les fameux subprimes. Lorsque les taux explosent, beaucoup ne peuvent plus rembourser. Ils sont sans abri. Quand j'ai appelé la société de crédit, ils m'ont juste dit si vous ne pouvez plus payer, quittez la maison et laissez-nous les clés. Les banques mesurent alors l'ampleur de la crise à venir, car elles ont investi des milliards de dollars dans les subprimes. Avec ces maisons vides qui ne valent plus rien, les dés sont jetés, la crise immobilière va devenir crise bancaire et une crise financière à l'échelle mondiale. Mars 2008, Bear Stearns, 5e banque d'affaires américaine, est ruinée et rachetée par une concurrente. C'est un premier séisme. 7 septembre 2008, les géants du crédit Fannie Mae et Freddie Mac sont au bord de la faillite. L'État américain vole à leur secours. La faillite, ne serait-ce que d'une d'entre elles, aurait des conséquences incalculables sur les marchés financiers. Prix de cette nationalisation, 200 milliards de dollars. Ce ne sera pas toujours le cas. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite. 15 septembre 2008, Wall Street connaît la plus grosse faillite de tous les temps. Lehman Brothers est victime des subprimes. À New York, Londres ou Paris, ces salariés font leur carton. Ça fait une semaine que je suis là, ma carrière est déjà terminée. Les bourses du monde entier s'effondrent, c'est la panique financière et la fin des discours optimistes. C'est la crise la plus grave sans doute depuis un siècle. Alors que les craintes de faillite se multiplient aux États-Unis, George W. Bush s'avance sur le perron de la Maison-Blanche. L'intervention du gouvernement n'est pas seulement justifiée, elle est indispensable. Le plan de sauvetage gigantesque prévoit de racheter les créances douteuses de toutes les banques américaines. Prix à payer pour l'État, 700 milliards de dollars. L'Europe, de son côté, compte ses premières victimes. 28 septembre, les banques belges Fortis et Dexia sont tour à tour nationalisées pour éviter leur faillite. En France comme ailleurs, les regards sont braqués sur les banques. Demain à l'Elysée, Nicolas Sarkozy rassemble ses partenaires européens. L'enjeu, trouver des solutions à une crise sans précédent. Alors justement, autre série de questions sur cette crise à nos spécialistes en provenance de Strasbourg. Cette fois, le thème, ce sont bien sûr les banques françaises en difficulté ou non. Donc ce serait pour savoir à quelle hauteur les banques françaises sont impliquées dans la crise des subprimes aux États-Unis ou pas. Si les banques font faillite, si les banques sont ruinées, est-ce qu'on récupérera notre argent? On sait qu'il y a des problèmes de trésorerie dans les banques et qui va payer ce renflouement qu'il va bien falloir régler un jour. Alors Eli Cohen, Marc Ferrantino, c'est une question qu'on vous a déjà posée, qu'on repose ce soir, c'est important. Est-ce que les banques françaises risquent d'être touchées par cette crise des subprimes directement et avec des risques de faillite comme on l'a vu aux États-Unis? Oui ou non? Alors la réponse est non. On a une exception française qui est liée au type d'activité que mènent les banques françaises. C'est-à-dire que les banques françaises sont principalement des banques de réseau, ce sont des agences. Et dans une banque, en fait, une banque, c'est deux parties. C'est des réseaux, c'est l'agence que vous voyez dans la rue. Et puis c'est une autre partie, ce sont ces salles de marché qui spéculent sur les marchés financiers. En France, la grosse partie de l'activité, des résultats, des bénéfices, vient de la distribution de ces réseaux. De l'autre côté, par exemple, de l'Atlantique, les États-Unis, eux, la plus grosse partie vient de la spéculation. Eli Cohen, Dexia, la Fortis, des inquiétudes? Dexia était une
entreprise très particulière puisqu'elle avait une activité de prêt aux collectivités locales, qui est une activité parfaitement sûre. Elle avait une activité de banque de dépôt en Belgique, qui est parfaitement sûre. Et elle avait une petite activité très particulière aux États-Unis, d'assurance très risquée, qui, elle, était en grande difficulté. En temps normal, Dexia aurait résolu ces problèmes. Mais dans le climat de panique qu'on a connu au cours des 15 derniers jours, fragile les choses. C'est-à-dire que même Dexia a eu du mal à aller emprunter de l'argent auprès de ses collègues, si vous voulez. Quand le marché du crédit interbancaire se tarit, alors même l'institution la plus sûre est en difficulté. Et donc l'intervention des États a été salutaire. C'était la bonne décision. Alors cette semaine, le gouvernement a, on l'a vu, annoncé son plan d'urgence pour assurer l'accès au crédit pour les PME. 2 chiffres qui démontrent l'importance de ce secteur qui est le cœur de l'économie du pays. Les PME, ce sont plus de 2 millions d'entreprises et 9 millions de salariés. Illustration ce soir de ce besoin d'argent pour le développement avec cette entreprise de panneaux solaires dans le Nord. Reportage Marianne Masse, Dominique Masse. Bonjour Pascal. C'est une entreprise toute jeune qui mise depuis 4 ans sur le créneau des énergies renouvelables et vend des pompes à chaleur ou des panneaux solaires. Au départ, l'entreprise a financé sa croissance avec des crédits classiques, mais aujourd'hui, jouer avec les découverts est devenu trop risqué. On a choisi de découper le risque entre plusieurs établissements bancaires et puis parce que c'est une volonté également des banques de porter le risque à plusieurs, donc on a créé un pool bancaire. Grâce à ce pool bancaire, dans quelques jours, la société va augmenter son capital. Bonjour, Monsieur Maréchal. Une opération qu'il prépare avec ses banquiers depuis plusieurs mois. Certains se sont déjà désistés, trop risqués. Les autres, le chef d'entreprise les sent un peu plus frileux qu'avant. J'ai l'impression qu'on fonctionne beaucoup plus avec des ratios, avec des statistiques, et que si on n'est pas dans les clous des banques, eh bien c'est difficile d'avoir accès au soutien des partenaires financiers. Je me trompe ou... On regarde davantage les dossiers, on les surveille d'autant plus que dans le contexte d'aujourd'hui, une entreprise qui éventuellement travaille pour un client qui lui-même est en difficulté peut elle-même se retrouver en difficulté aussi. 47 employés, un chiffre d'affaires qui double chaque année et pourtant, comme beaucoup d'autres, cette PME reste très dépendante des banques dans ses choix d'investissement. Nous avions prévu un développement beaucoup plus important que celui que nous connaissons aujourd'hui et le fait de tarder à avoir accès à ces financements nous a retardé dans nos opérations d'investissement et de recrutement. Un constat qui se retrouve chez beaucoup d'autres PME. Les très petites entreprises de France ont très peu de trésorerie. Donc en fin de mois, comme les Français, ils ont des difficultés tout simplement à payer les salaires. Donc elles s'appuient sur leur banque, demander un découvert, là elles ne l'auront plus. Très attentif aux annonces du gouvernement, Emmanuel Lagana attend plus de reconnaissance pour les PME, car c'est là, dit-il, que l'on crée l'emploi. Alors tout le monde s'interroge également sur le rôle de l'État. On annonce que les caisses sont vides. C'est également un sujet d'inquiétude pour les Français. Voici quelques questions en provenance de Bordeaux cette fois. Est-ce que l'État, à l'heure actuelle, a les moyens et le pouvoir nécessaire pour juguler la crise économique internationale auquel nous sommes confrontés? Les caisses sont vides. Or, on apprend hier que l'État débloque 22 milliards pour subvenir aux besoins des PME, qu'il dépense 4 milliards pour acheter 30 000 logements. Je voudrais savoir où on trouve les financements pour cela. Alors Elie Cohen, les caisses sont-elles vides? Où on trouve le financement? La réponse est très simple. D'abord, lorsque l'État vient renflouer Dexia, d'abord c'est la Caisse des dépôts qui va faire les 2/3 de l'effort. Donc c'est pas l'État. L'État, ça ne sera que pour 1 milliard. Deuxièmement, lorsqu'on dit que l'État va venir en aide aux PME, en fait c'est l'argent des Codévi, c'est-à-dire l'argent qui est déposé dans ces plans qui s'appellent maintenant les plans les livrets pour le développement durable. C'est cet argent qui va être mobilisé pour être prêté à travers des mécanismes financiers aux PME qui ont besoin d'argent. Donc il ne faut pas confondre la dépense publique avec des interventions qui empruntent différents canaux. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que l'État peut durablement faire face à des obligations qui deviendraient de plus en plus importantes? Il faut savoir que l'État peut accroître ses dépenses, faire des déficits et emprunter. Et vous savez qui prête de l'argent à l'État? C'est les Français. C'est les Français, c'est vous et moi. Nous sommes de très grands épargnants. Nous avons un énorme bas de laine et donc dans la difficulté extrême on peut prêter. Affaire à suivre. Merci en tout cas à tous les deux pour cette page spéciale consacrée à la crise économique et financière. Merci beaucoup. Il est 20h23. À suivre dans un instant le débat des colistiers aux États-Unis et Sarah Palin n'est pas tombée face à Joe Biden. Le mondial de l'automobile ouvre demain ses portes et vous pourrez découvrir toutes les nouveautés, notamment les nouvelles stars du salon, les petites citadines qui consomment moins. Enfin, 47 mètres de mât et voici le plus grand navire de course au monde. Il sera baptisé demain
à Nantes. Objectif, battre tous les records. Mais avant cela, justice. Et Jean-Marc Rouillant a retrouvé la prison. Le cofondateur d'Action Directe a vu son régime de semi-liberté suspendu. Et cela en raison des propos qu'il a tenus dans l'hebdomadaire L'Express. Interview dans laquelle il laissait entendre qu'il n'éprouvait pas de regret pour l'assassinat en 1986 de Georges Besse, PDG de Renault. Aurélia Guillemin, Arnaud Wust. Quand Jean-Marc Rouillant quitte son travail mercredi soir, il ne sait pas encore qu'il va bientôt redevenir un détenu à temps complet. Depuis hier, l'ex-leader d'Action Directe est à nouveau incarcéré à la prison des Baumettes de Marseille. Ses déclarations dans le magazine L'Express lui ont coûté le régime de semi-liberté dont il bénéficiait depuis fin 2007. En cause, un paragraphe concernant l'assassinat de Georges Besse en 1986, où à la question « Regrettez-vous les actes d'Action Directe et notamment cet assassinat ?», il répond. Je n'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus, mais le fait que je ne m'exprime pas est une réponse, car il est évident que si je crachais sur tout ce qu'on avait fait, je pourrais m'exprimer. Par cette obligation de silence, on empêche aussi notre expérience de tirer son vrai bilan critique. Il a fait 21 ans de prison, notamment parce qu'il n'avait pas de regrets ni de repentir au moment de son procès. Donc on ne va pas lui demander à vie d'avoir des regrets, des repentirs. Mais pour la famille de Georges Besse, l'ancien PDG de Renault assassiné par le groupuscule d'extrême gauche, ses propos sont simplement insoutenables. Tous les souvenirs ont ressurgi et ce sont des souvenirs extrêmement douloureux et qui montrent une fois de plus que M. Rouillant ne se soucie absolument pas du sort de ses victimes et de la famille de ses victimes. Si les déclarations de Jean-Marc Rouillant apparaissent alambiquées, elles sont tout à fait mesurées selon la rédaction de l'Express qui a publié l'interview. Jean-Marc Rouillant a agi en connaissance de cause. Encore une fois, il le dit lui-même dans l'interview et il a donné à un certain nombre de ses réponses un double sens qui permettait, et ça a été le cas, une interprétation rude de la justice. L'ancien terroriste aurait pu bénéficier d'une libération conditionnelle à la fin de l'année, sérieusement remise en question. En attendant d'être fixé sur son sort, il a reçu le soutien officiel d'Olivier Besancenot. Le leader d'extrême gauche, aux côtés duquel Jean-Marc Rouillant s'est engagé, appelle à la mobilisation. En bref, la semaine dernière, nous vous parlions de la libération d'un pédophile présumé dans le Nord après de nouvelles accusations, et cela alors que celui-ci avait déjà été condamné à 15 ans de prison. Eh bien, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai a finalement décidé de placer en détention provisoire l'auteur présumé des faits. À l'étranger, on revient aux États-Unis avec la campagne dans la course à la Maison-Blanche qui se poursuit et ce sont les colistiers qui étaient à l'honneur la nuit dernière. Un face-à-face entre la républicaine Sarah Palin et le démocrate Joe Biden. Et personne n'a, semble-t-il, chuté. Sur place, Alan Chalvron, Aaron Diamond. Ils sont soulagés, les candidats à la vice-présidence, et semblent se congratuler mutuellement et même s'apprécier. Pas de gaffe, pas de scandale, pas de bagarre, un débat courtois, politiquement très correct, même s'il a parfois été vif, notamment sur l'Irak. Nous mettrons fin à cette guerre, tandis que John McCain n'entrevoit même pas la fin. C'est une différence fondamentale. Votre plan, c'est le drapeau blanc de la capitulation en Irak. Les partisans de Sarah Palin réunis dans un gymnase ont adoré. Elle est fraîche, mais surtout, elle est authentique. Sarah Palin a beaucoup appris, bachoté pendant 2 jours, rencontré des experts comme Henry Kissinger et est maintenant capable de citer sans les estropier les noms des ennemis de l'Amérique. Mais elle reste avant tout une maman qui se fait du souci pour son fils parti à la guerre, pour son enfant handicapé. Mais Joe Biden, veuf à la suite d'un accident de voiture qui a failli tuer ses 2 fils, n'est pas en reste. Je sais ce que c'est que d'avoir un enfant entre la vie et la mort. Résultat final, même si Sarah Palin a évité la gaffe fatale, pour 51% des Américains contre 36%, c'est Joe Biden qui a gagné. Allez, on revient en France. Le mondial de l'automobile ouvrira ses portes demain au public. Il a été cependant inauguré cet après-midi à Paris, porte de Versailles, par un amateur de course automobile, le Premier ministre François Fillon. Nous ferons ce week-end à plusieurs reprises le point sur ce marché économique important. Et commençons ce soir par le segment à succès du moment, les nouvelles petites citadines dans la côte. On voit cela avec Luc Bazizin et Jean-François Monnier. La première petite voiture, la Smart, 2,69 m. Depuis sa sortie, 1 million d'exemplaires produits. Un succès qui inspire. La IQ de Toyota, elle, se revendique être la plus petite 4 places au monde, moins de 3 mètres.
Aujourd'hui, les véhicules de petite taille ont la cote, et pour cause. L'équation est simple, plus une voiture est légère, moins elle consomme, moins elle émet. À tel point que c'est devenu un argument commercial. L'effet bonus a dopé ce marché de 10%, soit 100 000 petites voitures de plus vendues depuis le début de l'année. Une voiture qui fait aujourd'hui moins de 120 grammes a droit à 700 € de bonus, et 700 € sur une petite voiture à 10 000 €, c'est un avantage tout à fait important qui décide beaucoup de clients à acheter. Résultat, les voitures de taille réduite représentent aujourd'hui une vente sur 2 en France, contre à peine 1 sur 3 il y a 10 ans. Sur les stands du salon, les 4x4 se font discrets. Problème d'engorgement, problème de stationnement, problème de fluidité, bien évidemment pousse aujourd'hui les voitures compactes, urbaines, à plus petit format, à se développer encore sur les années à venir. Pour ce seul petit modèle italien, 20 000 exemplaires ont été vendus en France. En tout juste un an, 92% d'entre eux ont bénéficié d'un bonus de 700 €. Preuve que le marché de la petite voiture est un marché grandissant. Sport avec un navire qui rêve de battre tous les records. Il a en tout cas déjà battu un record. Il est le plus grand trimaran de course jamais réalisé. Pour aller en haut du mât, il faudra monter à 47 mètres de haut. Avant son baptême demain, présentation en mer avec Manuel Tissier et Thierry Breton. Avant d'attaquer les océans, le géant remonte la Loire. Record de lenteur pour un monstre taillé pour la très grande vitesse. C'est la 6e sortie seulement du plus grand trimaran du monde. Il est à Nantes depuis hier soir où il sera baptisé demain. Le baptême d'un nouveau-né aux mensurations démesurées. Tout est impressionnant. Voilà. Rien que de sortir du port, c'est impressionnant parce que rien que par les dimensions du bateau, les moindres manœuvres est compliqué. Il faut au moins 12 hommes d'équipage pour lancer ce monstre de carbone à pleine vitesse. Bidégory et ses marins veulent décrocher tous les records. Traversée de l'Atlantique, tour du monde en moins de 50 jours. Aussi haut que l'Arc de Triomphe, le mât du bateau culmine à 47 mètres et 12 Twingo pourraient tenir sur ces 40 mètres de long. De la conception à la mise à l'eau, 70 personnes travaillent sur ce projet depuis 2 ans et demi. Le sponsor a investi 10 millions d'euros dans la fabrication de ce bijou de haute technologie, synthèse des progrès du sport nautique, mais sans doute pas la fin de la course à l'armement. 3 cm. Tac, posé. Dans quelques années, 2-3 ans, il y aura certainement un bateau plus grand que Monde Populaire qui viendra nous concurrencer. Les matelots du 21e siècle n'ont plus rien à voir avec les pionniers solitaires. Mais le projet industriel de ce maxi-trimaran repose toujours sur le rêve de quelques passionnés comme Bidégory et ses hommes. Dès le mois de janvier, ils se lanceront vers leur premier défi, la traversée de l'Atlantique Sud entre l'Espagne et les Bahamas. C'est ce que l'on appelle un spectacle culte, Stomp, et c'est son nom, a été vu par plus de 14 millions de spectateurs à travers le monde, et il continue à étonner, avec pourtant, vous allez le voir comme toujours, une mise en musique avec de simples objets de la vie quotidienne. Nicolas Lemarinier et Laurent Desbois sont allés rencontrer à Londres la seule artiste française de la troupe. Regardez. Avec une boîte d'allumettes, le sens du rythme et beaucoup de talent, on peut faire le tour du monde. Depuis 17 ans, Stomp connaît un succès international. Le spectacle, créé en Angleterre au début des années 90, a triomphé à New York, au Japon, au Brésil. En ce moment, il se joue simultanément à Paris et à Londres où nous avons rencontré la seule française de la troupe. Lila a rejoint le corps de ballet en 2001. J'ai vu Stomp, ça a été un peu une claque comme pour beaucoup de monde. Et voilà, quand j'ai vu le spectacle, je me suis dit, moi je voudrais faire ça et si je vois une audition, j'irai. Le rythme, c'est universel. Dans tous les pays, le spectacle est le même, quels que soient les danseurs. Alors comment exprimer sa propre sensibilité? Et en même temps, il y a des petites poches dans le spectacle où il y a de l'improvisation et selon qui est dans l'équipe et qui joue quel rôle, quel soir, ça crée des choses assez magiques de soir en soir qui ne sont pas forcément les mêmes. À quelques minutes du spectacle, Lila et les autres s'échauffent sur la scène. Stomp, c'est carrément de l'exercice physique. Ça demande de l'énergie de faire de la musique avec des casseroles ou par exemple des balais. Ce qui séduit, c'est le lien entre les artistes et le public.
Les danseurs sur scène encouragent le public à taper dans les mains, à participer au rythme. D'un concert minimaliste, les artistes de Stomp ont fait un spectacle culte. Voilà, Stomp à voir en ce moment au Casino de Paris. De la mode maintenant avec la suite des défilés de prêt-à-porter féminin pour le printemps-été 2009. Estelle Collin et Claire-Marie Denis nous font découvrir ce soir celui de la maison Chanel et de son charismatique couturier, Karl Lagerfeld. Au milieu d'une foule, on ne voit que lui, Karl Lagerfeld, Monsieur Chanel. Ce matin, ces héroïnes de podium jouaient des codes maison dans un décor imaginé en secret par le maestro, la mythique façade de la rue Cambon. Une super production, comme les aime Lagerfeld. Est-ce que quelqu'un peut me... Laetitia, tu peux me... On a fait un shopping bag en cuir, comme le sac Chanel de la boutique. Parce que c'est ça. Et je pense que dans des périodes de crise ou de crise, les gens sont rassurés par une marque, par une qualité, par un label comme ça. Non, c'est parce que c'est une vraie boucle, c'est une ceinture. Karl Lagerfeld ne fait pas de la mode. Il est la mode. Un logo à lui tout seul. Fini l'époque de l'anonymat, Lagerfeld est un mystère. L'homme parle, mais ne se livre pas. Je suis jamais content de moi. On ne croit pas ça, hein? Non. Non, je suis jamais content de moi. Je pense toujours que je peux faire mieux, que ça peut mieux la prochaine fois, que je vais feignant, etc. C'est grotesque, je sais, mais au fond de moi, je dois cette voix qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu prends pour quoi ?» Un quart de siècle de vie commune, uniquement pour le meilleur, car aujourd'hui Chanel est une des marques les plus puissantes du monde. Les gens disent, écoutez, ne touchez pas ça, c'est cuit, il n'y a pas d'avenir, ni rien. Et c'est ça qui m'a donné envie de le faire. C'est le challenge en disant, nouveau gouré, j'ai vu quelque chose là. Si la mode est un art appliqué, celle de Chanel est un art à porter. Et la mode, c'est à suivre également demain dans 13h15, le samedi. Avant de terminer ce journal, je vous rappelle l'une des principales informations du jour, c'est l'adoption ce soir par le Congrès américain du plan de sauvetage des banques américaines. Un plan estimé à 700 milliards de dollars et qui pourrait, on l'espère, stabiliser enfin les marchés financiers. Ce soir, George Bush souhaite promulguer rapidement ce plan de sauvetage. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, suivi du Point Route, Valérie Maurice. 20h55, rendez-vous avec Christophe Ondelat pour le premier numéro de Tandem. Il reçoit Pierre Arditi et Benabar. Je vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité dès demain 13h et à 13h15 le samedi, bien évidemment le MAG. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.